Alors, Eric, cette semaine, nous avons été gâtés. Nous avons un nouveau sondage québécois de la Maison Léger. Et je mentionne que nous sommes gâtés parce qu'on dirait que les sondages au Québec tombent toujours sur des semaines où nous n'avons pas de balado les chiffres ensemble. Et donc, il faut attendre une autre semaine pour en parler. Et là, mardi, 2 jours avant le balado, on enregistre ceci jeudi matin, nous sommes le 16 mai. Et donc, 32% pour le Parti québécois, 22% pour la CAQ, encore une avance de 10 points, 17 pour le Parti libéral, 12 pour QS et le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Ce sont les chiffres principaux de ce sondage. Je pense qu'il y a des éléments intéressants parce qu'il y a des chiffres qui ont bougé, mais il y a aussi des chiffres qui n'ont pas vraiment bougé hors de la marge d'erreur. Alors, j'aimerais ça qu'on en discute, toi et moi, qu'on regarde ça, ce sondage-ci, et surtout dans ce sondage-ci, dans le contexte des dernières semaines et des derniers mois. Éric, tes premiers commentaires sur le sondage léger, qu'est-ce que tu en penses? Bien, premièrement, bonne fête, Philippe. Merci Puis, beaucoup, Éric. Très gentil. J'apprécie. et j'ai une question pour toi, juste pour commencer. Le 17% pour le Parti libéral du Québec. La Ouais. dernière fois qu'on a parlé, on a vu les deux sondages de Léger et de Pallas. Il y avait cette controverse Ouais. autour de l'appui pour le Parti libéral du Québec. Est-ce que tu sens un peu plus à l'aise maintenant avec une 17% pour le Parti libéral? Comment je pourrais dire? Selon moi, encore, je répète qu'il y a, ça fait maintenant 3 semaines, la seule différence entre le sondage Palace Data et Léger le mois dernier, c'était chez les anglophones, ou du moins les anglophones et les allophones. Donc, je n'avais pas d'inconfort majeur. Mais de voir le PLQ grimper chez Léger, en fait, c'est pas beaucoup. C'est une hausse de 2 points. On pourrait dire que c'est à l'intérieur de la marge d'erreur. Mais il reste que c'est le meilleur sondage pour le PLQ chez Léger depuis l'élection 2022. Et donc, il y a quelque chose à célébrer si vous êtes un partisan libéral, sauf qu'on regarde chez les chiffres, c'est les francophones, est à 6% chez les francophones. Donc, Léger a vu une Ouais, hausse des c'est un libéraux problème. chez les non-francophones, ce qui est exactement ce que Pallas avait vu en avril. Alors, les chiffres, l'ampleur de la montée n'est pas la même, mais le vecteur, la direction est la même. Donc, intéressant. Mais oui, donc je dirais que je ne suis pas vraiment surpris à parler constamment de référendum, d'indépendance, de souveraineté. Je pense que ça pourrait réveiller certains opposants à la souveraineté, et bien sûr, il y en a. Euh, et donc, On peut aller dans les détails, mais juste pour commencer, je trouve que ça se stabilise. C'est 32% pour le Parti ouais, québécois. C'est maintenant 33, 34, 32. Ça ouais, fait des mois maintenant. Et pour la CAQ, c'est 22%. Encore, ça se stabilise. Donc, pas beaucoup de changements. Il y a un base pour Québec solidaire qui est ouais, assez important. ouais. Euh, et peut-être c'est le fait le plus intéressant dans ce sondage, mais toi, tes impressions quand tu as vu ces chiffres-là. C'est important de le dire encore une fois parce que je pense que dans les médias québécois, et là je ne veux pas sembler faire une critique vers quelqu'un en particulier, il y a plusieurs personnes dans les médias qui ont des opinions fermes et comme par pur hasard, à chaque fois qu'il y a un sondage qui sort, ça vient confirmer leurs opinions fermes qu'ils avaient auparavant. Et c'est ce qui m'énerve tellement dans certains cercles médiatiques que il n'y a pas de curiosité. C'est juste, non, non, c'est ce que je croyais d'abord et ça vient confirmer. Quand on dit, par exemple, que le Parti conservateur est en hausse, tous les sondages depuis l'automne pour le Parti conservateur montrent des chiffres entre 10 et 13%. Ça oscille. Et c'est vrai pour les autres. Pas juste les conservateurs, tous les partis, ça oscille. Donc de voir le PCQ à 12%, plus 2 par rapport à avril, ce n'est pas un changement significatif. Ça veut dire que le PCQ se stabilise, ce qui est une bonne nouvelle pour Éric Duhaime. Mais un peu la même chose avec les autres partis. Tous les partis ont bougé de 2 points par rapport au sondage précédent de Léger. Ce n'est pas significatif. Il faut regarder les tendances à long terme. Éric, comme tu l'as dit, la seule tendance, on pourrait dire depuis peut-être février ou mars, qui est vraiment claire avec ce nouveau sondage, c'est Québec solidaire qui est en baisse. Parce qu'il était à 18% dans un sondage léger à la fin de l'hiver. 12%, c'est une baisse. Est-ce que c'est étonnant? Ben, c'est sûr que
je pense pas que l'électeur moyen suit la bisbille à Québec solidaire, mais bien des électeurs solidaires, eux, le suivent. Et donc, qu'il y ait une sorte de désistement des électeurs solidaires qui disent « Oh, vous savez quoi, je ne sais pas pour qui je vais voter, j'ai pas envie de me prononcer » et que le chiffre baisse, ça ne m'étonne pas nécessairement. Ça donne cependant, Éric, beaucoup du spicy, comme on pourrait dire en anglais, pour le prochain congrès de Québec solidaire, qui est la semaine prochaine, qui est le week-end prochain, je pense, le week-end du 24-25 mai, à Jonquière. De voir Québec solidaire qui s'est complètement fait doubler par le PQ et qui est maintenant à égalité avec Éric Duhem et les conservateurs. Je te dirais que ma première impression, c'était là. Le Parti québécois a plafonné. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir remonter éventuellement, mais Palace avait 33% le dernier mois, Léger avait 34%, maintenant c'est 32%, donc nous sommes dans ces eaux-là. Et aujourd'hui, jeudi, dans l'actualité, je publie une analyse sur le sondage Léger, mais aussi sur... je regarde les chiffres sur la souveraineté. Et je voulais vraiment t'en parler, ça, parce que les intentions de vote, c'est pas tout ce qu'il y a au Québec. Quand on regarde les chiffres sur la souveraineté, on peut voir du mouvement de l'électorat. C'est comme ça qu'on sait, par exemple, pourquoi est-ce que la CAQ est devenue plus fédéraliste. C'est pas devenu plus fédéraliste, les souverainistes sont partis. C'est pas la même chose. Mais on voit deux courbes. Et là, bien sûr, ceux qui regardent la vidéo de ceci et pas juste l'audio, c'est plus facile. On voit dans la dernière année et demie, tous les sondages sur la souveraineté, c'est flat, ça ne bouge pas. Alors que pendant la même période, on a vu le Parti québécois grimper comme ceci. Et donc, le Parti québécois a grimpé, la souveraineté n'a pas bougé depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de souverainistes, malgré la montée du PQ. C'est les souverainistes qui avaient abandonné temporairement le PQ qui reviennent à la maison. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui est le plus intéressant des sondages au Québec présentement. C'est maintenant 79% des électeurs du Parti québécois qui appuient la souveraineté. On a vu dans les sondages précédents que c'était des fois autour de 65-69%. Et c'est toujours intéressant de voir qu'il y a autant de souverainistes que fédéralistes chez Québec solidaire, 39% pour les deux camps, et 22% indécis. C'est beaucoup plus haut que les autres partis. Je sais que c'est un petit échantillon, mais c'est quelque chose à voir. Et avec Québec solidaire, comme tu as dit, il y a une tendance là et ça s'aligne avec les nouvelles qu'on a eues les dernières semaines. Et chez les jeunes, on voit que l'appui pour Québec solidaire est maintenant 32%. Je pense qu'on a vu des sondages où c'était 40 ou 40% ou plus chez les jeunes. Peut-être tous ces problèmes qu'on a vus les dernières semaines, peut-être ça a un impact sur les jeunes plus que les autres électeurs, je ne sais pas. Mais oui, je pense que ça va causer des problèmes pour Gabriel Nadeau-Dubois, le fait que le parti n'est plus à 16-17% dans les intentions du vote. On va, leur électorat est divisé sur les questions de la souveraineté. Je pense que quelque chose va se passer avec ce parti-là. Et ça va être quoi l'impact pour les autres partis? J'ai vu que Éric Duhem pense qu'il peut séduiser des électeurs du Québec solidaire. Je pense que ça va être assez difficile à faire, mais c'est quelque chose à voir. S'il y parvient, ça confirmerait bien des théories sur le spectre politique qui est en forme de fer à cheval, n'est-ce pas? Ouais. Mais je veux juste revenir là-dessus parce que il y a eu, encore une fois, bien des analyses, des opinions sur le sondage qui disaient « Ah, Québec solidaire est en chute chez les jeunes. » Je fais « OK, je veux dire, on va regarder les chiffres ensemble. » En avril, Léger avait 31% pour Québec solidaire. En mai, 32%. Donc, ça n'a pas bougé. En mars, c'était 44%. Tu fais, oh, OK, c'était très haut. On regarde en février, c'était 36%. Et le mois précédent, c'était dans les eaux environ la mi-trentaine.
Alors, Donc, c'était ma mémoire qui avait des erreurs. Là. c'est pas autant ta mémoire que tout le monde a comparé les chiffres de Québec solidaire avec le sondage qui avait clairement une donnée aberrante. Alors, encore une fois, faites attention à ça. Si vous prenez le meilleur sondage possible et que vous le comparez ensuite, tous les sondages vont paraître plus bas par rapport à l'autre. Alors, encore une fois, regardez la tendance à long terme. Québec solidaire à 44% chez les jeunes en mars était aberrant. C'était beaucoup trop haut. Mais c'est correct, c'est pas une faute de la sondeur. L'échantillon des jeunes, c'est autour de 250 personnes chez Léger. Et donc, c'est normal que ça fluctue. C'est la même chose que quand j'ai vu j'avais entendu, en fait, c'était écrit dans l'article du Journal de Montréal. Le PQ a perdu 11 points à Québec et la CAQ en a gagné 9. J'ai fait, oh mon Dieu, il y a eu un revirement de 20 points à Québec. Donc, je regarde le sondage Léger. Si on regarde les chiffres ici à Québec, on voit que le PQ est à 32%, la CAQ est à 29%. Donc, 3 points d'écart. C'est une course serrée, n'est-ce pas? On regarde le mois dernier, c'était 34% pour le PQ, 22% pour la CAQ. Donc, la CAQ a remonté, mais le PQ n'a pas vraiment bougé. Mais si on compare avec le sondage de mars, le PQ était à 43% à Québec. Encore une fois, les données fluctuent et des fois, ils fluctuent un peu plus. Ce n'est pas ton point de repère. Ce n'est pas ton point de référence lorsqu'il y a une donnée qui fluctue vers le haut ou vers le bas. Encore, l'analyse du sondage de cette semaine m'a beaucoup déçu dans bien des médias. Encore une fois, les gens ont décidé de choisir leurs opinions d'avance, trouver les données qui font fitter leurs opinions. Ce n'est pas comme un scientifique devrait réfléchir. Ça m'a beaucoup déçu. Mais bon, c'est comme ça. Que veux-tu? Je ne suis pas dans la game politique. Je regarde de l'extérieur. Du moins, j'ai l'impression, peut-être que ça va changer un jour. Peut-être que je vais devenir aussi cynique que tout le monde. Non, ça ne va pas changer. Mais on y reviendra. Mais encore une fois, faites attention aux sous-échantillons. Ouais. Attention. Moi, je vais faire quelque chose de mauvais parce que je vais regarder les sous-échantillons. Parce qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce sondage qu'on n'a pas vu dans les autres sondages. Je sais que les échantillons sont assez petits, mais Léger a publié les résultats dans les régions du Québec. Donc, il y avait des résultats pour l'Est du Québec, centre du Québec et l'Ouest du Québec. C'est dans les tableaux qui étaient au fond de PDF. Okay. Et pour moi, il y a de valeur ici parce que on a vu dans le sondage que la course entre le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec est assez serrée dans les régions et à Québec. On a souvent discuté c'est où la concentration de l'appui pour la CAQ. Et avec ces résultats-là, encore, c'est des échantillonnages assez petits. Mais ça fait du sens parce qu'on voit que le Parti québécois est très fort dans l'Est du Québec, donc la Gaspésie, le Côte-Nord, le Saguenay. Ça fait du sens que la coalition Avenir Québec est en meilleure position dans le centre du Québec. Encore là, c'est ce qu'on attendait. Ouais. Et dans l'Ouest, les libéraux ont un peu plus d'appui qu'ailleurs dans les régions. Et encore là, on parle peut-être du l'Outaouais et tout ça. Au moins, je trouvais ça que c'était... non, je me trompe, c'était... Non, en fait, je regarde les libéraux à 3% dans l'Ouest. Bonne position, okay. Ouais. OK. Mais au moins, on a une petite idée de voir que, oui, si la CAQ est capable de gagner des sièges maintenant, c'est probablement dans le centre du Québec, donc entre Québec et Montréal. Encore là, je ne veux pas foncer trop fort dans un échantillon de quelques douzaines de personnes, mais au moins, on voit que peut-être ce n'est pas si... aberrant? Je ne sais pas, mais en français, en anglais, un landslide. Oui, OK. Oui. Pour le Parti québécois, qu'il y a des régions du Québec où la CAQ est toujours compétitive, et donc c'est possible d'imaginer que même avec un avance de 10 points pour le Parti québécois, 14 points parmi les francophones, il pourrait avoir une dizaine, quinzaine de sièges pour la CAQ, même avec des chiffres comme ça. C'est pas uniforme, c'est pas qu'on va voir que la CAQ, dans une élection qui aurait lieu aujourd'hui, descendre à 2 sièges, 3 sièges par hasard, c'est juste des chanceux qui est réélu.
il y a des petites courses partout au Québec. En région, le PQ mène par 5 points, 33 contre 28. C'était un écart qui était quand même plus grand. Ça, encore une fois, sous l'échantillon, on fait attention. Environ 250 répondants, ça c'est une marge d'erreur d'environ plus ou moins 7%. Bon, si l'échantillonnage était aléatoire, il ne l'est pas, mais bon. Ouais. En avril, c'était PQ 45, CAQ 24. C'était 21 points d'avance pour le PQ. Et dans ce nouveau sondage, c'est seulement 5 points d'écart. Donc, ça fluctue beaucoup. Mais, je veux dire, je viens de sortir les tableaux. Je n'avais pas vu les tableaux des régions. Tu dis dans l'Est, le Parti québécois est plus haut, 49% contre 21% pour la CAQ. Ça fait du sens. Mais l'échantillonnage est de 51 personnes. Et donc, oui, c'est pour ça que j'ai seulement dit qu'ils sont dans une bonne position. Mais tu as raison dans le sens que c'est aussi logique. Dans le sens que des fois, même des petits échantillons, au moins, ils vont dans le sens auquel on s'attend. T'sais, on s'attend à ce que le Parti québécois soit plus fort en Côte-Nord, dans le bas du fleuve, en Gaspésie. Ça fait du sens. Mais... je regarde, dans l'Ouest, le QS à 23%. En fait, l'Ouest, ça serait quoi? Ça serait l'Outaouais, l'Abitibi. Peut-être. L'Outaouais, l'Abitibi. Ouais. Je veux dire, je pense pas que les Laurentides se considèrent l'Ouest. Je me souviens pas exactement, mais je pense que ça inclut un peu des Laurentides. Les hautes Laurentides. Oui, mais oui, c'est... Mais si c'est l'Abitibi-Témiscamingue puis l'Outaouais, on sait que le Québec solidaire, dans le passé, avait des appuis à Hull. Oui. Rouyn-Noranda, peut-être, mais oui, peut-être on exagère un peu avec ça. Mais quand ça fait du sens, ça donne un peu plus de confiance dans les résultats. Et on peut dire que la marge d'erreur, peut-être ça n'a pas un immense effet sur le résultat, mais dans des autres régions, quand on voit des résultats qui sont un peu surprenants, oui, c'est là où on dit que, OK, là, c'est peut-être le fait qu'ils ont trouvé deux solidaires à Gatineau et ils sont pesés pour être pondérés, pour être beaucoup plus importants qu'ils sont réellement. En fait, j'avais pas vu, mais les chiffres de la souveraineté sont là aussi pour... Ah, mon Dieu, je pourrais plonger là-dedans. Mais 67 personnes dans l'Est du Québec. 52 pour, 38 contre. C'est la seule sous-région qui est en faveur de la souveraineté. La République gaspésienne. J'aime ça que c'est inclus dans le rapport. Oui, moi aussi. Ça, c'est important. Le fait que c'était pas comme dans les manchettes, une autre chose qui est une bonne chose. Ça, oui, absolument, je suis d'accord. Écoute, je pense que nous avons atteint un nouveau plateau et que, on le sait, une des théories, pas une des théories, mais un des maximes que j'ai employées lorsque j'ai construit le modèle, c'est que hors des campagnes électorales, les intentions de vote bougent généralement lentement. Et donc, d'un mois à l'autre, il ne se passe pas grand-chose parce que l'électeur moyen ne suit pas la politique comme des nerds comme toi et moi à chaque jour. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, regardez le long terme et on peut faire une moyenne sur plusieurs semaines de sondage, pas juste seulement quelques jours. En campagne, c'est une autre histoire. Donc, on a vu la progression du PQ au cours de 2023. 2024, c'est quoi l'histoire? Le PQ n'a pas progressé, mais il s'est maintenu. Là, c'est savoir, est-ce qu'il a atteint un plafond? Est-ce que le PQ, qui promet un référendum avant la fin de la décennie, s'il l'emporte à la prochaine élection, 2026, c'était une excellente stratégie pour rapatrier les souverainistes? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour passer de 30-32 à 40%? Et ça, je pense qu'on ne connaît pas la réponse encore à ça, Éric. Parce que le PQ pourrait gagner avec 32% du vote. Mais ce n'est pas non plus un mandat qui serait très fort. La CAQ a eu 41%, certains diraient c'est pas une majorité. Oui, mais 41%, c'est quand même beaucoup. Je pense que c'est un résultat respectable quand tu as 5 partis qui sont en lice. Oui. J'ai vraiment hâte de voir si le PQ va ajuster sa stratégie. Parce que rapatrier des électeurs et en convaincre de nouveaux, ce n'est pas la même game, si tu me permets l'anglicisme. Ce n'est pas la même stratégie. Alors... reste à voir si ça pourrait fonctionner. Et évidemment, il reste qu'encore une fois, on le dit, les libéraux n'ont pas de chef. Ils pourraient se choisir un chef douteux, ou ils pourraient se choisir un chef qui ne sera vraisemblablement pas vraiment connu, mais peut-être
jeune et dynamique qui pourrait relancer le parti, même si je pense que chez les francophones, le chiffre est tellement mauvais que ça pourrait être long. Mais donc, ça va être une nouvelle variable à surveiller. Je pense qu'à l'automne, la pré-course du PLQ va commencer. Et oui, ça pourrait avoir une influence. La CAQ pourrait se faire rediviser. On va avoir une question là-dessus un peu plus loin dans le balado, les questions de nos membres. Mais tu sais, la coalition de la CAQ, ça a fonctionné pour 2 élections, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toujours. Donc voilà. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter sur les chiffres au Québec ou est-ce que tu avais Je pense que dernières... non. Ça fait le tour? J'ai la question, est-ce qu'un sondage comme ça, est-ce que ça va changer grand-chose? Ou est-ce que ça va être la stratégie pour tous les partis va se continuer pour les prochaines semaines, pour les prochains mois? Je pense que ce sondage-là, peut-être, ça va causer un peu de problèmes chez Québec solidaire, mais à part de ça, c'est comme un peu le statu quo. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord. Je réitère cependant que avec le congrès de Québec solidaire qui s'en vient, c'est l'histoire la plus intéressante du sondage. Tu sais, M. Gabriel Nadeau-Dubois a mentionné qu'il voulait faire de QS un parti potentiel de gouvernement. On pourrait interpréter ça de plusieurs façons, mais il y a des structures à l'interne chez QS qui doivent changer pour ça. Il va y avoir énormément de résistance. J'ai hâte de voir qui va gagner le bras de fer entre ces clans. Parce qu'on sait que la gauche au Québec et au Canada sont capables de s'autodétruire tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'aide d'habitude. Mais peut-être qu'ils peuvent arriver à une sorte de compromis. Je vais suivre ça avec intérêt et c'est parfait parce que ça va être avant notre prochain... ça va arriver avant notre prochain balado Les Chiffres. Donc, on va pouvoir discuter des événements qui auront lieu à Jonquière. Je n'y vais pas en passant. Malheureusement, j'ai d'autres engagements. J'aurais aimé, ça fait longtemps que je suis allé au Saguenay, aller visiter Jonquière. Il paraît qu'il y a des nouveaux bars et restaurants là-bas que j'aurais aimé essayer. Mais bon, moi, une autre fois. J'ai habité à Jonquière pour 3 ans quand j'avais 3 ans. Donc, pour moi, les bars et les restaurants, je n'ai pas fréquenté ces endroits-là très souvent. Si on a des gens qui nous écoutent, si on a des gens qui nous écoutent du Saguenay, de la région du Saguenay et de Jonquière, envoyez vos suggestions. Prochaine fois que je vais aller là-bas, j'aimerais ça découvrir un peu. Je ne connais pas beaucoup la région et il paraît que c'est pas mal joli. OK, on n'a pas vraiment de chiffres fédéraux à décortiquer cette semaine. Nous n'avons eu que le Nanos, la mise à jour Nanos. Et bon, on le répète, c'est 250 appels par semaine. Donc au Québec, ça fait quoi? Ça fait 60 appels, donc un peu plus que ça. Mais bref, c'est pas beaucoup de monde par semaine. Et il n'y a pas eu de gros changements. Le Bloc est en avance au Québec. Les conservateurs sont en avance au niveau fédéral. Je pensais qu'on pourrait peut-être sauter par-dessus le fédéral, y revenir dans notre prochain balado et passer directement aux questions de nos auditeurs et de nos membres. Donc, encore une fois, on le répète, on fait un spécial pour les membres du balado. On vous invite à devenir membre, bien sûr, www.leschiffres.ca. En étant membre, vous pouvez nous envoyer des questions, nous envoyer des suggestions de sujets, participer aux discussions qui sont fascinantes sur Discord dans les 2 langues. Il y a des subs en français et en anglais. Les gens sont généralement gentils et respectueux, ce qu'on apprécie énormément. Et on a eu une question sur Patreon d'un de nos membres qui demande comment est-ce que la CAQ peut retourner à son niveau de coalition dans les sondages. Comment est-ce que la CAQ, qui a réussi à rassembler des électeurs de l'ADQ, des conservateurs, des libertariens, des nationalistes péquistes, des francophones fédéralistes du PLQ, tout ce beau monde-là qui ont soulevé la CAQ depuis 2018, cette coalition-là semble se décoaliser. Donc, comment est-ce que ça serait possible de reproduire ça? Eh bien, ça, c'est une question ouverte. Eric, j'aimerais te donner le micro en premier. J'ai quelques idées, mais est-ce que tu penses que ça pourrait se refaire, ce genre de coalition-là, dans les prochaines années? Je pense que ça va être un défi pour la CAQ parce que en 2018 et en 2022, c'était dans le contexte que les autres partis ont commencé de se questionner, de
pour les électeurs de se demander à quoi ça sert le Parti libéral, le Parti québécois, Québec solidaire, où les autres partis n'avaient pas beaucoup de force. Leur chef avait été un peu, peut-être pas inspirant à l'époque. Et la CAQ était là, au centre de l'échiquier politique, les fédéralistes, les souverainistes, les gens qui voulaient juste bâtir le Québec et pas parler des vraies chicanes constitutionnelles et tout ça. Maintenant, le contexte est très différent. La CAQ est un parti du gouvernement avec un bilan qui ne plaît pas tout le monde et on peut dire la majorité des Québécois. Son position sur la souveraineté ou le fédéralisme est maintenant un peu... Ça a moins de pigante, mais maintenant, parce qu'il me semble que c'est un débat encore, cette question-là, et la CAQ est maintenant pas dans le débat. Et je pense que ça va être très difficile parce que je peux pas voir des autres options, des autres partis où la CAQ pourrait piger des électeurs. Je pense que les souverainistes vont rester avec le Parti québécois, au moins pour le court moyen terme. Québec solidaire, c'est vraiment pas une option pour la CAQ. Les libéraux, ils sont presque seulement des anglophones maintenant. La CAQ n'a pas beaucoup d'appui parmi les anglophones, pour des raisons assez évidentes. Et il y a le Parti conservateur qui a une clientèle un peu spécifique. Ils sont peut-être aidés un peu par le montée de Pierre Poilievre. Donc, c'est quoi la coalition, la prochaine coalition de la coalition Avenir Québec? Ouais. Je pense qu'ils sont peut-être on a pensé en 2018 et 2022 que peut-être François Legault il solve the puzzle. Il a résolu le puzzle, trouvé la clé secrète. Oui, mais peut-être c'était un peu aberrant et l'avenir pour la coalition Avenir Québec, c'est comme le passé en 2012, 2014 et le passé de l'ADQ. D'être un parti de droite à 15 à 20 %, c'est peut-être sa position naturelle. Les caquistes n'aimeront pas entendre ceci, et je Probablement comprends. pas. Mais bon, pour répondre un peu à la question, là, c'est qu'une coalition, ça fonctionne toujours de façon temporaire. Ça ne peut pas durer pour toujours. Et la coalition ne peut pas exister si les souverainistes s'en vont. Et donc, il n'y a plus de coalition si les souverainistes s'en vont. Des électeurs souverainistes, présentement, croient en M. Plamondon. Ils croient qu'il va avoir, en effet, une relance du débat sur la question nationale, et il n'y a rien de plus important pour ces électeurs que la question nationale. Tu ne peux pas les impressionner avec des nouveaux investissements en santé ou en transport. Ils vont dire « D'accord, c'est bien, on aime ces politiques-là, on veut avoir le débat sur la question nationale. » Alors, la seule raison pour laquelle la CAQ a réussi à s'élever en 2018 et 2022, c'est que la question nationale a été reléguée au deuxième plan. C'est pour ça. Et donc, si ça revient à l'avant-plan, la CAQ ne peut pas fonctionner. Alors, je dis fonctionner, bien sûr, c'est un grand terme. Elle pourrait gagner encore plusieurs sièges, mais gouverner de façon dominante, comme ça a été le cas depuis 2018, cette coalition-là est maintenant chose du passé. C'est terminé. Il reste à voir maintenant. Qu'est-ce qui va se passer, justement? Est-ce que le retour de la question nationale pourrait plomber le PQ? C'est possible. Le PQ pourrait se ramasser avec 30 % du vote, ce qui est excellent, mais pas suffisamment pour avoir un mandat clair. Alors, je ne sais pas vraiment ça va être quoi la prochaine coalition, mais toutes les coalitions sont temporaires. Celle-ci a fait son temps. Reste à voir quels vont être les résultats. On pourrait avoir en 2026. On est loin encore, je le sais, mais... c'est possible qu'on se retrouve avec un gouvernement minoritaire. Quelque chose de complètement brisé. Tu sais, quand on repense à l'élection de 2007, Jean Charest, Mario Dumont et André Boisclair, je pense qu'on oublie que le parti de troisième parti avait seulement 12 sièges de moins que le parti au pouvoir. C'était une élection extrêmement serrée. Et on pourrait se retrouver avec ça, d'autant plus que nous avons 5 partis dans le sondage léger qui se trouvent entre 12 et 32 %.
les conservateurs vont gagner des sièges si la tendance se maintient. Ça fait déjà presque 2 ans depuis l'élection. Les conservateurs d'Éric Duhaime sont encore dans le paysage. Ils ne sont pas partis post-pandémie. Québec solidaire, ils ont la difficulté présentement, mais ils ont une députation, ils ont une base solide. Les souverainistes sont au PQ. Les électeurs plus libertariens de droite, centre-droit, sont à la CAQ. Et on a encore le Parti libéral qui, clairement, a frappé son plancher autour de 14% et qui va remonter un peu. Alors, ça va être un bordel de faire des projections avec 5 partis. Mais ça va être intéressant. Non, ce n'est plus le cas que l'Alberta est plus intéressante que le Québec. Ça a été le cas pendant une brève période, mais bon, je pense que ça, c'est terminé. Ouais. Mais donc, on regarde les sondages maintenant, c'est 10 points d'avance pour le Parti québécois. Pendant une campagne électorale, peut-être ça va bouger et Paul Saint-Pierre Plamondon va monter de plus. Mais c'est aussi très envisageable de voir un baisse de 2-3 points pour le Parti québécois, un hausse de 2-3 points pour la CAQ, et on est à 29% contre 25%. Et bonne chance de faire des projections avec un cours comme ça. Et probablement, ça va être un gouvernement minoritaire et assez divisé dans l'Assemblée nationale. Donc... Mais si l'électorat est divisé, l'Assemblée nationale devrait l'être aussi. Si l'électorat est fractionné, l'Assemblée nationale devrait l'être aussi. Je sais que parmi nos auditeurs, nous avons plusieurs partisans de la réforme électorale. J'ai bien hâte de voir si ça va revenir. Ça, c'est un autre sujet pour un autre jour, mais c'est sûr que ça va revenir sur le plancher. Donc, nous allons continuer les questions de nos auditeurs et de nos membres pour nos membres. Encore une fois, si vous voulez devenir membre, www.leschiffres.ca. On apprécierait vraiment votre soutien. Éric, j'ai un quiz pour toi cette semaine. OK. Donc, généralement, je ne sais pas si c'est arrivé souvent, quand on fait des quiz sur les chiffres, c'est toi qui me quiz. Et souvent sur The Numbers, pas toujours, mais c'est moi qui te quiz. On va faire l'inverse cette semaine. Et donc, j'ai un quiz pour toi sur des élections québécoises. J'ai décidé de prendre un format que nous avons utilisé par le passé. Donc, je vais te lire 4 énoncés et tu dois détecter lequel est un mensonge. Nous avons utilisé ce format-là avec des politiciens. Et on va le refaire dans le futur parce que je pense que c'est intéressant. C'est le fun de prendre des petits fun facts un petit peu obscurs et de glisser un mensonge là-dedans, c'est toujours plaisant. Mais à la place de faire ça, j'ai décidé de choisir pas des politiciens, mais des élections. Donc, 3 élections québécoises. Médaille de bronze, tu as 1 sur 3. Médaille d'argent, tu as 2 sur 3. Médaille d'or, tu as tout raison. Est-ce que tu es prêt, mon cher? Oui. Est-ce que tu veux avancer dans le temps ou reculer dans le temps? Je te laisse le choix. Reculer. Tu veux reculer dans le temps? Ouais. Parfait. Allons-y. Nous commençons avec l'élection québécoise de 1981, la 2e et dernière victoire de René Lévesque. C'est aussi la plus grande victoire de René Lévesque en termes de sièges et de suffrages. Donc, je te lis 4 énoncés et tu dois choisir lequel est le faux. Allons-y. Numéro 1. Remportée par le Parti québécois de René Lévesque, l'élection de 1981 fut la première où tous les sièges de l'Assemblée nationale ont été remportés par le PQ et par le Parti libéral du Québec. L'Union nationale, le Ralliement créditiste et le Parti national populaire, qui avaient gagné des sièges en 1976, ont tous été rayés de la carte. OK. Numéro 2. Je pense que c'est vrai, mais continuez. Numéro 2. Lors de cette élection, le Parti québécois a remporté 13 sièges sur l'île de Montréal. Encore à ce jour, il s'agit du plus grand total de comtés remportés par le PQ à Montréal. Ça fait du sens, OK, continuez. Numéro 3. Le Parti québécois avait aussi bien performé dans la capitale nationale. Le PLQ avait remporté des sièges plus éloignés, comme Portneuf et Charlevoix, mais le PQ a balayé les 2 rives de Québec, incluant Lévis, à l'exception, bien sûr, de Jean Talon. OK. Et numéro 4, malgré cette victoire spectaculaire du Parti québécois, le PQ est resté bredouille en Outaouais, où le PLQ de Claude Ryan a remporté tous les sièges de la région. On parle de l'Outaouais. Alors, mon cher, qu'en dis-tu?
Je sais qu'il y avait un victoire du Parti québécois en Outaouais qui était comme le seul dans l'histoire, mais est-ce que c'était en 1976 ou 1981? Je pense que c'était en 1981. Donc ça veut dire que ça c'est faux. Ouais, C'est ta réponse? ouais. Malheureusement. Oh. Le PLQ avait tout remporté les sièges de l'Outaouais en 1981. Ce que tu penses, c'est Hull en 1976, la seule C'était fois en que 76. Hull a été pour le Parti québécois. Hmm. Le mensonge, c'était, lors de cette élection, le Parti québécois a remporté 13 sièges sur l'île de Montréal, ce qui est vrai. Encore à ce jour, le plus grand total de comtés remportés par le PQ à Montréal, ce qui est faux. En 1976, le PQ avait remporté 18 sièges à Montréal. Donc, quelques sièges plus à l'ouest aussi. Wow. On parle de Saint-Henri-Sainte-Anne. Bon, donc, Ok, voilà. c'est vraiment dans les détails. Ok, bon. La médaille d'argent, c'est toujours en jeu. Ben, c'est intéressant parce que, en fait, c'est ça. Le PQ a gagné plus de sièges en 81 qu'en 76, un peu moins à Montréal. OK. On recule dans le temps. J'ai pris la plus grande victoire du PQ en 81. Maintenant, je prends la plus grande victoire des libéraux. On s'en va en 1973. En 1973, Robert Bourassa du PLQ a remporté la plus grande victoire en termes de sièges dans les élections québécoises. Le PLQ a remporté 102 des 110 sièges de l'Assemblée législative du Québec. Le Parti québécois a obtenu 30% du vote, ce qui était très bien, mais seulement 6 sièges. Les créditistes ont obtenu 10% des suffrages et 2 sièges. Numéro 2. Parmi les 4 sièges... Excusez-moi, pardon, je me suis trompé. Parmi les 6 sièges remportés par le PQ, il y en avait 4 sur l'île de Montréal, dont le comté sur la pointe de l'île, à l'époque appelé La Fontaine, où siégeait Marcel Léger, le père de Jean-Marc Léger. Ok. Numéro 3. Les créditistes ont remporté 2 sièges. Quels étaient ces 2 sièges? À Rouyn-Noranda et à Beauce-Sud. Et, numéro 4, le PLQ a balayé les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, à l'exception de Matane. C'est à toi, mon cher. Hey, je sais pas. Est-ce que tu veux que je répète ou est-ce que tu peux y aller par élimination? Lequel que tu crois là-dedans qui est vrai? Mais je pense que le premier est correct, que c'était 102 à 6 à 2 sièges. Est-ce que l'Union nationale n'a pas gagné un seul siège en 1973? Je veux dire que c'est vrai. Pour les 4 sièges pour le Parti québécois sur l'île de Montréal, je pense que c'est possible aussi, parce qu'à l'époque, c'était un parti un peu plus à gauche intellectuel, les gens qui voteraient pour le Parti québécois à l'époque. Pour les créditistes, Rouyn-Noranda, oui, avec Réal Cahouette, ça fait du sens que c'est un base pour le parti. En Beauce-Sud, oui, ok. Je pense que c'est je pourrais possible. te mélanger ici, hein? Oui, c'est ça. Le seul, c'est de penser que le Parti québécois a gagné à Matane. Je sais que c'est un château fort maintenant pour le Parti québécois, mais à l'époque, je pense que la Gaspésie était assez... et la Matanie, on dit ça aussi, était un peu plus libérale. Donc, je veux dire que le dernier est le fausse. Le PLQ a balayé les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, à l'exception de Matane. En effet, c'est faux. Ils ont aussi remporté Matane. Donc, tu as raison. Cependant, je dois t'enlever peut-être un 2% de points parce que tu as dit dans Rouyn-Noranda, tu as parlé de Réal Cahouette. Oui, mais seulement je sais qu'il y a au niveau fédéral, mais c'est juste l'influence de M. Cahouette. D'accord, je comprends. Est-ce que tu te souviens qui était le député de Rouyn-Noranda pour le ralliement créditiste à Rouyn-Noranda? Probablement, c'était Camille Sanson. C'est exact, bravo. Okay. Et, en Beauce-Sud, c'était Fabien Roy. Oui, ok. Donc, voilà. C'est lui qui a gagné pour le Parti national populaire en 1976. Ah, ok, ben voilà.
Les 4 sièges sur l'île de Montréal pour le Parti québécois, sauvé La Fontaine. En fait, il y a encore un siège de La Fontaine aujourd'hui qui est libéral, mais ça ne couvrait pas Pointe-aux-Trembles. Donc, ça couvrait toute la pointe de l'île Est. Il y avait Maisonneuve et Saint-Jacques pour le Parti québécois. Les 2 autres sièges du PQ étaient Chicoutimi et Saguenay. Donc, voilà. Donc, OK, tu as une bonne réponse. Saguenay. Tu as déjà la médaille de bronze. Est-ce que tu peux gagner la médaille d'argent? Nous reculons dans le temps et on s'en va en 1956. OK, c'est une élection assez obscure, mais oui. 1956, l'Union nationale remporte sa dernière victoire avec Maurice Duplessis comme chef, lui qui est décédé en 1959. L'Union nationale a remporté une victoire facile de 72 sièges sur 93, même si l'écart avec l'Union nationale et le PLQ n'était que de 7 points au vote populaire. OK. Numéro 2. Ensemble, le Parti libéral et l'Union nationale ont remporté tous les sièges disponibles lors de cette élection. Je pense que oui. Numéro 3. Les 2 chefs ont été réélus dans leurs circonscriptions respectives, soit Trois-Rivières pour Maurice Duplessis et Montréal-Outremont pour Georges-Émile Lapalme. OK. Et numéro 4. Ce ne fut pas une élection facile pour le Parti social-démocratique, qui a obtenu moins d'1% des suffrages. La chef du Parti social-démocratique, Thérèse Casgrain, a terminé 3e dans sa circonscription avec seulement 4% du vote, et sa circonscription était Jacques-Cartier dans l'ouest de Montréal. 4%? Honnêtement, j'ai aucune idée. Tous les indices me semblent que c'est possible qu'ils sont vrais. Donc, c'est juste dans les détails. Je sais que Duplessis était à Trois-Rivières et il était réélu. Lapalme, je ne sais pas si c'était lequel son comté. Mais est-ce que Montréal-Outremont te semble plausible? Ça me semble plausible. Je ne crois pas qu'il y avait un 3e parti en 1965. 1956. Je sais pas. Je veux dire que peut-être Mme Casgrain a fait mieux que 4%. Je veux dire que c'est faux. Malheureusement, c'était vrai. Le Parti social-démocratique a eu 0,8% du vote et Mme Casgrain 4% dans Jacques-Cartier. Yikes. Ouais, c'est ça. C'était pas un très bon temps pour la gauche québécoise à l'époque. Le mensonge. Ensemble, le Parti libéral et l'Union nationale ont remporté tous les sièges disponibles lors de cette élection. C'est faux. Il y a eu un indépendant dans Montréal-Sainte-Anne. C'est une c'est pas gentil, ça, je pense. Un indépendant. Est-ce que c'était un indépendant libéral ou quelque chose? Frank Hanley, que je ne connais pas. Okay. Mais la face, c'est que je pensais que les autres étaient tellement évidents que tu aurais pu dire « celui-là, je ne sais pas. » Mais bon, voilà. OK, ben écoute, médaille de bronze. Tu vas prendre la médaille bronze, au moins c'est sur le podium. Tu es sur le podium, c'est ça qui est important. Il n'y a pas beaucoup d'honneur avec ce résultat-là. Et comme disait Jerry Seinfeld, c'est pire la médaille d'argent. Parce que tu es comme, t'es le premier des perdants. De tous les perdants, c'est toi qui as fini premier. Là, tu as gagné quelque chose. Donc, voilà. Chiffre de la semaine, Éric? Pour moi, je vais aller en Colombie-Britannique. Parce que je pense que c'est une élection qui va être très intéressante. Je sais que pour les Québécois, le politique colombo-britannique, je ne sais pas c'est quoi le mot. Colombien-britannique? Britanno-colombien, oui. Britanno-colombien, vraiment? Oui. OK. Peut-être je ne vais pas mentionner le Colombie-Britannique encore parce que c'est trop difficile. Mais... Tu peux dire le BC. C'est correct, le BC. OK, c'est plus facile. Ouais. Il y avait un sondage d'Abacus Data qui a été publié cette semaine et le Parti conservateur de la Colombie-Britannique avait eu 34% dans ce sondage. Donc, mon chiffre de la semaine, c'est 32. C'est la hausse de points pour le Parti conservateur de la Colombie-Britannique depuis la dernière élection en 2020. Donc, c'est quelque chose qui est assez surprenant de voir un parti qui était un fringe party, un parti mineur, marginal, avec pas des candidats partout aux provinces. La dernière fois qu'ils ont gouverné, je pense que c'était dans les années 1920, qui est maintenant
en égalité, et des fois, on a vu un sondage ce matin, en avance des néo-démocrates en Colombie-Britannique. Ça va changer le politique dans la province, parce que Définitivement. le parti d'opposition, c'est le BC United. Je ne crois pas qu'ils ont un nom en français. C'est les anciens libéraux, mais ça va changer complètement le politique dans cette province-là. Et cette élection, c'est en octobre, et je pense que ça va être une élection à suivre. Je sais qu'il y a bien des Québécois qui ne suivent pas vraiment la politique britanno-colombienne et je ne les blâme pas du tout, mais je vous le dis, c'est un réalignement complet qui est en train de se produire dans cette province-là. Super intéressant. On va en reparler assurément au cours de l'automne. L'élection, je crois, est j'ai envie de dire le 19 octobre, mais dans ce coin-là. On se mélange parce qu'il y a aussi le Saskatchewan. Britanno-colombiens. Les Britanno-colombiens, exact. Mon chiffre de la semaine qui m'a fait grincer des dents. Un article du Journal de Montréal disait « Marc Tanguay, le chef intérimaire du PLQ, améliore son image. » Je fais comme « Ah mon Dieu, il a monté de 2 points dans la question qui ferait le meilleur premier ministre parmi les chefs de parti. » Et j'ai envie de leur répondre, 2 points, c'est dans la marge d'erreur. Il n'y a pas de mouvement lorsque c'est 2 points. Est-ce que c'est intéressant que Marc Tanguay, le chef intérimaire, est maintenant à égalité avec Éric Duhem? Peut-être, oui. Mais il n'a pas amélioré son image si le mouvement est dans l'intérieur de la marge d'erreur. S'il vous plaît, Journal de Montréal, Journal de Québec, vous êtes capable de faire un petit peu mieux que ça. Je sais que vous cherchez des titres, vous cherchez des titres accrocheurs. Ce n'est pas un mouvement statistiquement significatif. S'il vous plaît, faites un effort. Voilà. Un titre accrocheur avec Marc Tanguay? OK. Je sais, c'est difficile. C'est très difficile. C'était un sondage qui était difficile de trouver quelque chose d'intéressant. C'est impressionnant de voir que le chef intérimaire du Parti libéral est maintenant en égalité pour la dernière place avec le chef du Parti conservateur qui n'a pas un siège à l'Assemblée nationale. Bravo, M. Tanguay. Oh, mon Dieu. OK. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Bien sûr, laissez vos commentaires, envoyez vos questions aussi. www.leschiffres.ca si vous voulez nous appuyer dans ce projet que nous adorons, Éric et moi. Devenez membre et participez à la discussion sur Discord. Éric, merci beaucoup. Merci Philippe, à la prochaine et bonne fête encore. Merci, c'est très gentil, j'apprécie. Dans 2 semaines, un nouvel épisode de Balado Les Chiffres et nous allons décortiquer le mélodrame qui va avoir eu lieu à Jonquière pendant le congrès de Québec solidaire. À la prochaine tout le monde, merci.